J'ai tout remis en place et je suis retourné au lit, ne sachant pas comment gérer la situation. Sentant mon mouvement dans le lit, Arlène, bien qu'endormie, s'est instinctivement pressée contre moi, passant son bras autour de mon épaule. Je n'ai pas retiré sa main, mais je n'ai pas non plus rendu son étreinte. Je suis resté allongé là, avec des pensées de sa trahison qui me traversaient l'esprit. J'avais un choix à faire et je devais prendre une décision rapidement. Je pouvais lui montrer les preuves et demander le divorce. Je pouvais exiger une confession et la surveiller de près si elle montrait un repentir sincère. D'après ses sanglots silencieux de la nuit dernière, j'étais presque sûr qu'elle regrettait déjà son méfait. Mais avant de continuer, j'ai une question dont la réponse pourrait rendre toute discussion ultérieure inutile. As-tu cessé de m'aimer? Oh mon Dieu, Mike, non, s'il te plaît. Mike, non, ne pense surtout pas ça, je t'en prie. Elle a bondi du canapé et s'est précipitée vers moi, mais j'ai levé les deux mains et dit avec insistance. Rassieds-toi, Arlène. Elle s'est arrêtée à mi-chemin entre nous, un air de désespoir sur le visage, essuyant ses larmes du revers de la main. Assieds-toi, s'il te plaît, ai-je dit plus doucement. Nous avons beaucoup à discuter et ce que tu vas dire maintenant pourrait déterminer l'avenir de notre mariage. Peu importe à quel point ce sera difficile pour toi et pour moi, j'ai besoin de la vérité. J'étais presque sûr, ou du moins je l'espérais, de connaître les réponses aux questions que j'allais poser, mais elles devaient être posées pour obtenir une quelconque résolution. Tout d'abord, depuis combien de temps cela dure-t-il? Combien de fois as-tu eu des relations sexuelles avec lui? L'angoisse était visible sur son visage et puis elle a commencé à avoir le hoquet, ce qui était typique de ma femme quand elle devenait déprimée. Je me suis lentement levé et j'ai dit « J'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais te chercher de l'eau. Quand je reviendrai, j'attendrai que tu me dises tout. Souviens-toi simplement que j'en sais plus que tu ne le penses. » J'ai menti. J'ai à peine eu le temps d'atteindre les toilettes avant que mes intestins ne se vident et, assis là, je me sentais nauséeux à l'idée de retourner entendre les détails sordides de la trahison de ma femme. Quand je suis finalement revenu dans le salon avec un verre d'eau et une boîte de mouchoirs, le hoquet d'Arlène était passé, mais elle a bu l'eau avidement. Il y avait une expression sur son visage que je ne pouvais décrire que comme de la douleur mêlée de détermination. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés et a commencé avec hésitation. « Je sais que ça sonne cliché maintenant, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un instant, pas une seconde. Je ne peux pas te dire à quel point j'ai honte, pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que j'ai cédé à la tentation. Je voulais avouer mais j'avais peur de te perdre, de perdre notre famille. Je savais que quelque chose n'allait pas le matin après la fête quand tu ne m'as pas embrassé au revoir ni dit que tu m'aimais. Les 3 derniers jours ont été un enfer pour moi et maintenant je sais qu'ils l'ont été pour toi aussi, sachant que ta femme t'a trahi de la pire façon possible. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle grimaça un instant à son choix de mots mais se reprit rapidement. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne pensais probablement pas du tout. Elle ne me regardait plus mais continuait plutôt en me lançant. Nick est un maître de la séduction et bien que je savais qu'il avait une brève liaison avec une autre fille du bureau, je l'ai laissé continuer. J'étais flatté que ce jeune homme séduisant puisse s'intéresser à une femme mariée plus âgée et il m'a progressivement complimenté. Il disait toujours de jolies choses sur mes cheveux, mes vêtements, mon parfum et finalement à quel point j'étais sexy et quelle belle silhouette j'avais. Quand il m'a finalement invité à dîner, je me suis convaincu qu'il n'y avait rien de mal à cela. J'ai trouvé des excuses pour ne pas t'en parler. Cela aurait dû être mon premier signe, mais j'ai choisi de l'ignorer et de profiter de ses flatteries, alors je suis sorti secrètement déjeuner avec lui plusieurs fois. Je me suis convaincu que c'était normal puisqu'il n'y avait pas d'intimité autre que ses mains sur ma taille quand il me faisait passer la porte ou ses mains sur les miennes dans un café pour souligner un certain moment et un jour dans la voiture je l'ai embrassé. Cependant, les conversations sont devenues plus personnelles, pas de manière sexuelle mais de manière intime. Il m'a confié qu'il était dans un mariage sans amour et croyait que sa femme le trompait avec un médecin avec qui elle travaille, mais qu'ils restaient ensemble pour le bien des enfants. Je lui ai dit quel merveilleux mariage nous avions et à quel point j'étais fier de toi et de nos garçons. Il était compréhensif et a dit que c'était formidable d'avoir une femme si sexy et pleine de vie pour partager ta vie. Bien qu'il fût attirant et attentionné, je ne l'ai jamais considéré autrement que comme un ami. Je me faisais des illusions en me disant que la seule raison pour laquelle je ne te parlais pas de nos dîners était pour que tu ne sois pas jaloux sans raison, mais en y repensant, j'aurais dû réaliser que j'étais tombé dans son piège.
Arlène s'arrêta de parler un moment et, me regardant brièvement avec une expression suppliante sur le visage, détourna à nouveau le regard et continua d'une voix tremblante. « Oh mon Dieu, Mike, c'est si difficile à admettre, si difficile à dire, mais tu m'as demandé combien de fois. » Après une courte pause et une profonde inspiration, elle se força à continuer. « Ça n'est vraiment arrivé qu'une seule fois, après une douche. Il m'a convaincu qu'il n'avait besoin d'être avec moi qu'une seule fois. Il a dit qu'il savait que nous ne pourrions jamais être amants et que j'aimais mon mari, mais que s'il pouvait un jour expérimenter mon essence complète, il serait satisfait. » Elle commença à secouer la tête comme pour repousser les souvenirs et saisit des mouchoirs alors que les larmes recommençaient à couler. Regardant ses pieds et sanglotant, elle dit « Je ne peux pas dire que je n'étais pas un peu intriguée par cette perspective. Tu es le seul homme avec qui j'ai été et la nouveauté et la malice ont pris le dessus. Le soir, après ma douche, j'ai inventé une excuse pour partir tôt et je l'ai rejoint au motel. Quelque chose qu'elle avait dit me trottait dans la tête et je l'interrompis avec une question. Tu as dit que c'était vraiment arrivé qu'une seule fois. C'est une déclaration qui clarifie les choses, Arlène. Que voulais-tu dire par « vraiment » ? Je pense que tu omets quelque chose. S'il te plaît Mike, ne me force pas à en dire plus. J'ai déjà honte. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est difficile pour moi. Bon sang, Arlène. Criai-je. Tu penses que c'est dur pour toi, mais comment crois-tu que je me sens en ce moment ? Ma femme m'a menti plusieurs fois et a couronné le tout en couchant avec un séducteur en série dans un motel. Soit tu m'expliques ce que signifie « vraiment », soit cette conversation est terminée. Elle pleurait si fort que je réalisais qu'il n'y aurait pas de réponse avant qu'elle ne se ressaisisse. Mon calme précédent disparaissait rapidement et pour éviter de dire quelque chose que je regretterais, je dis avec colère « J'ai besoin de boire quelque chose ». Mon intention en entrant dans la cuisine était de prendre de l'eau et de me calmer, mais je décidai que pour ce qui pourrait arriver ensuite, du scotch serait plus approprié. Je m'attardai dans la cuisine pendant quelques minutes, sirotant mon verre et laissant à Arlène le temps de se reprendre. Quand je revins avec un autre verre de scotch, les sanglots de ma femme s'étaient un peu calmés. Je m'assis et attendis. Finalement, elle trouva le courage de continuer. Je t'ai parlé du dîner d'adieu que nous avons eu pour le sergent Mosgrove il y a 2 semaines. Le capitaine nous a tous donné 1 heure supplémentaire et a répondu lui-même aux appels pendant que nous étions absents. Nous sommes tous allés au pub irlandais Mulligan's à proximité et la plupart d'entre nous ont bu de la bière ou d'autres boissons. Lui, Nick, m'a persuadé de prendre un Cosmopolitan au lieu d'un vin blanc. Tu sais que je bois rarement des alcools forts et à la fin de la soirée, j'en avais bu 3. Arlène, viens-en au fait, grognai-je. Elle gagnait du temps. Je le savais et elle le savait, alors j'avais peur de ce qui allait suivre. D'accord, dit-elle faiblement. C'est juste, eh bien, je ne peux pas. J'ai trop bu. Arlène. Bon. Nous venions de retourner au bureau quand le capitaine m'a demandé de monter aux archives pour chercher les dossiers dont il avait besoin. Nick a dû entendre parce que j'étais là depuis à peine 1 minute ou 2 quand quelqu'un est entré. J'ai eu peur et quand je me suis retourné, je l'ai vu et c'est là que c'est arrivé. Elle voulait dire autre chose mais j'ai crié « Bon sang, Arlène, comment cela peut-il simplement arriver ? Je sais que j'ai l'air d'une femme de petite vertu et crois-moi, c'est comme ça que je me suis senti. Tout ce que je peux dire pour ma défense, c'est que je t'aime de tout mon cœur et que je suis stupidement tombé dans un piège dont j'aurai honte toute ma vie. » Après une pause, elle ajouta « Il y a autre chose que je dois te dire. » Bon sang. Que pourrait-il y avoir d'autre, pensai-je. J'avais peur de demander, alors je suis resté là, abasourdi, à la regarder. Même avant que nous entrions dans la chambre ce soir-là, je savais que ça n'arriverait plus jamais. J'étais tellement nerveuse que je me sentais malade. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi tu fais ça ? Pourquoi risques-tu tout ce que j'aime pour une expérience stupide ? Quand nous étions dans la chambre, il a senti mon manque d'enthousiasme et a commencé à se comporter de manière agressive. Il m'a simplement prise de force. Il a essayé de justifier son comportement en disant qu'il avait attendu si longtemps qu'il ne pouvait pas se contrôler et qu'il avait simplement perdu la tête. Les larmes coulaient de mes yeux et quand je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, ni aujourd'hui ni jamais, il s'est levé et a pris quelque chose sur la commode qui ressemblait à une caméra et a dit « Ne t'inquiète pas, ma chérie, il y aura une prochaine fois et une fois que tu auras surmonté tes inhibitions, tu en redemanderas, surtout si tu ne veux pas que ton mari voie cette vidéo. » J'étais terrifiée et furieuse et si j'avais eu un couteau,
je l'aurais poignardé. Je n'arrivais pas à croire à quel point j'avais été stupide de laisser un salaud aussi sournois me tromper si facilement. Je ne me suis même pas nettoyé, j'ai juste enfilé quelques vêtements et exigé qu'il me ramène à la voiture. Il a essayé de me calmer avec ses compliments sur le chemin du retour, mais je regardais simplement par la fenêtre latérale en essayant de ne pas éclater en sanglots. Je tremblais tellement et pleurais si fort que je suis restée assise dans la voiture pendant une demi-heure avant même de pouvoir essayer de conduire. Il m'a fallu tout mon courage pour entrer dans cette maison et savoir que j'allais rencontrer l'homme que j'aime, l'homme que j'ai trahi. Elle resta silencieuse pendant longtemps et je me perdis dans mes pensées. J'étais toujours en colère contre elle, mais pas tant par jalousie. Cependant, l'idée qu'elle ait délibérément laissé ce flirt se développer me blessait. Mais la rage et le mépris que j'éprouvais pour ce scélérat de policier étaient incommensurables. Finalement, n'ayant plus de larmes, elle me regarda avec une voix suppliante et dit « Mike, je sais que je ne le mérite pas, mais je te prie de me pardonner. J'espère que je n'ai pas détruit tout ton amour pour moi. » Je me levai, marchai vers le canapé et lui tendis la main. Arlène la prit avec hésitation et je la conduisis à l'étage. Ce n'était pas une nuit pour les reproches ou l'apitoiement sur soi. J'avais beaucoup appris dans l'armée, et l'une des choses importantes était de ne pas se venger sans un plan, et cette nuit était celle de la planification. Ma femme et moi avons eu beaucoup de conversations au cours de la semaine suivante et, bien que nous n'ayons pas eu de relations sexuelles, c'était surtout dû à son incapacité à se pardonner. J'ai entendu tellement d'excuses et de demandes de ne pas la quitter que j'étais prêt à l'étrangler. Je lui ai demandé s'il l'avait approchée depuis et elle a dit qu'il n'avait rien dit directement, mais parfois, quand il était au bureau, il ouvrait un tiroir du bureau, posait l'appareil photo sur le bureau, puis se retournait et souriait ou faisait un clin d'œil. D'après son récit de cette nuit-là, je doute fortement qu'il ait eu une sorte de vidéo et l'utilisait comme ruse pour intimider ses victimes et les soumettre. Un soir, nous étions assis sur le canapé et soudain elle s'est mise à pleurer et à déverser des paroles de reproche, mais j'en avais assez. Nous ne faisions toujours pas l'amour et la plupart des nuits, je me réveillais à cause de ces sanglots étouffés dans mon oreiller. J'étais déçu et je l'ai probablement dit plus durement que je ne le voulais. Ça suffit, Arlène, d'accord, tu as fait une erreur. Nous sommes humains et nous faisons des erreurs, mais tu dois te pardonner pour que nous puissions reprendre nos vies. Bien sûr, ça fait encore mal, mais la douleur ne disparaîtra pas si tu n'arrêtes pas cette autoflagellation. Tu marches sur des œufs et ça affecte non seulement moi, mais aussi les garçons. Je veux retrouver ma vie et ma femme, alors plus d'excuses, d'accord ? Je lui ai dit ce que je savais sur Bellaton, mais pas comment je le savais, et je ne lui ai jamais parlé de ce jour dans le parc où je l'avais suivi. J'étais perplexe qu'elle n'ait pas vu sa tentative superficielle de gratification sexuelle bon marché comme un signe d'avertissement, mais je n'ai pas insisté là-dessus. Sans entrer dans les détails, je lui ai parlé des mariages et des carrières qu'il avait détruits et j'ai souligné qu'il était un prédateur et qu'il ne s'arrêterait pas tant que quelqu'un ne l'arrêterait pas. À en juger par son regard, je pense qu'elle a compris mon allusion, mais n'a pas posé de questions. Nous avons fait l'amour cette nuit-là et j'ai pensé que nous avions tourné une page dans nos vies. C'était la première nuit depuis des semaines que nous dormions paisiblement et le matin, j'ai vu que mon Arlène d'autrefois commençait à revenir. Mon problème était que Nick Wellerton était toujours en liberté et bien que je savais que ma femme était à l'abri de ses prédispositions, il continuerait à lui rendre la vie misérable avant de passer à la prochaine victime, mais cela n'a pas duré longtemps. Plus de 2 mois se sont écoulés depuis que ce salaud a brûlé dans sa cour et j'ai appris par des enquêtes discrètes que l'investigation sur sa mort avait atteint une impasse. Malgré les meilleurs efforts des enquêteurs de la ville, du comté et fédéraux, aucun lien n'a été trouvé avec les affaires dans lesquelles il était impliqué ou avait été impliqué. Je n'étais donc pas trop surpris quand j'ai reçu un appel 10 à 20 du répartiteur pendant le service de jour. Le code 10 à 20 signifie se présenter au commandement, dans le cas des agents de patrouille, cela pourrait signifier le contrôle du district, mais dans mon cas, cela signifiait le quartier général où tous les services spéciaux avaient leur bureau. Quand je suis entré dans le bâtiment, l'adjoint Doug Monahan était de service au comptoir, surveillant le Saint des Saints. Mike était toujours de service et il n'y avait pas une seule personne dans le département qui n'appréciait pas sa disposition ensoleillée ou ses blagues irlandaises occasionnelles. Il aurait pu prendre sa retraite il y a 10 ans, mais ayant été veuf jeune et avec 2 enfants adultes, le travail lui donnait une raison de se lever chaque matin. « Bonjour Doug », ai-je dit en m'approchant de son estrade à travers le hall vide. Il a incliné la tête et levé son sourcil gris,
s'est penché en avant et a chuchoté « Tu n'es pas dans le pétrin, gamin Mikey ?» Pourquoi serais-je dans le pétrin? Ai-je demandé nonchalamment. Je ne sais pas, mais on m'a dit de t'envoyer au bureau du chef adjoint quand tu arriverais, et il n'est pas seul. Il y a des gens en costume que je n'ai jamais vus avant, mais ils sentent les fédéraux. Nous avons échangé quelques mots pour plaisanter et Doug m'a laissé passer le tourniquet, puis je me suis dirigé vers le deuxième étage. Quand je suis entré dans le bureau de mon patron, sa secrétaire a regardé mon badge et a dit nerveusement « Oh, adjoint Follet, oui, ils vous attendent dans la salle de conférence au bout du couloir. » Lorsque je suis entré dans la spacieuse salle, 6 hommes étaient assis autour d'une table et le fait que personne ne parlait et que tous les yeux étaient fixés sur moi quand j'ai ouvert la porte suggérait que la secrétaire les avait prévenus de mon arrivée. J'en ai reconnu 2. L'un était notre chef adjoint Thomas Pendergrast et l'autre était un capitaine de la police de Fullerton qui était présent sur les lieux le soir du décès à Fullerton. Conformément au protocole, j'ai fait un salut décontracté à mon patron. Il a simplement hoché la tête et m'a demandé de m'asseoir. Tom était lieutenant et mon supérieur lorsque j'ai rejoint le département il y a 18 ans. C'était maintenant un homme distingué dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et à la présence imposante. Nous nous entendions bien et il était l'une des personnes qui avait facilité ma nomination à la division des services d'urgence. Il était apprécié du personnel et des commissaires du comté et prendra probablement la relève en tant que shérif lorsqu'il prendra sa retraite l'année prochaine. Il m'a présenté les hommes assis autour de la table, en commençant par sa gauche. Il a nommé le capitaine Hartwig de la police municipale, le sergent détective Piccolo également de la ville, les agents Mason et Holmes de l'ATF et l'agent spécial Lupo du FBI. Sans plus attendre, le patron a commencé son discours préparé. Avec un léger geste de la main vers les autres, il a dit « Ces personnes font partie de l'enquête sur la mort du détective Nicolaus Layton et j'ai accepté de les laisser vous parler dans un esprit de coopération inter-agence. Cependant, comme vous le savez probablement, puisqu'il s'agit d'une réunion informelle, vous n'êtes pas sous serment et avez le droit de refuser de répondre aux questions ou d'avoir un avocat syndical présent. À la lumière de ce que je viens d'expliquer, souhaitez-vous profiter de l'une de ces opportunités? Non monsieur, je ne le souhaite pas pour l'instant. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider à l'enquête, je suis prêt à le faire. Capitaine Hartwig, avez-vous des questions pour l'adjoint? Le capitaine Hartwig était un grand homme noir aux paupières tombantes et au visage qui semblait constamment amusé. D'une voix de baryton profonde, il a répondu « Pas encore, chef. J'étais le commandant de Wellington mais je n'ai pas fait partie intégrante de l'enquête. » L'agent Mason, un homme petit avec un nez proéminent et des yeux étroits, est intervenu et a dit d'un ton nasal « Si vous permettez, chef, j'aimerais poser quelques questions à l'adjoint Follet. » Avant qu'il ne puisse continuer, le chef Pendergrast a dit d'un ton condescendant « Agent Mason, nous sommes tous des officiers de police assermentés ici et, au fin de cet entretien informel, je demanderai que nous utilisions tous les titres qui nous sont attribués. Donc, si vous avez des questions pour l'adjoint Follet, veuillez vous adresser à lui en conséquence. » Le visage de Mason est devenu rouge de reproche, mais il s'est vite repris et a demandé « Adjoint Follet, connaissiez-vous ou avez-vous déjà rencontré le détective Zeltan? » Je ne m'en souviens pas, ai-je répondu sincèrement. En fait, je ne me rappelle d'aucune interaction avec les détectives de la police municipale de Fullerton. Et en dehors du service, n'avez-vous pas assisté au pique-nique de la police municipale en juillet dernier? Oui, j'ai accompagné ma femme qui est employée civile du département, mais je n'ai pas été présenté aux détectives de l'unité des crimes organisés. J'ai passé du temps avec 2 collègues de ma femme et leurs conjoints de fait. Y a-t-il un but ici, Agent Mason? Ai-je demandé innocemment. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que l'agent du FBI semblait amusé par la frustration croissante de Mason. En tant qu'agent du FBI, il était probablement avocat et savait qu'il ne fallait pas poser de questions dont on ne connaissait pas les réponses. Malgré le fait qu'il s'agissait d'un entretien informel, Mason, n'étant pas un enquêteur expérimenté, a établi que j'étais une personne intéressée dans les 3 premières minutes de la réunion. Il a feuilleté quelques papiers dans le dossier devant lui et, me regardant d'un air accusateur, a demandé « Vos dossiers indiquent que vous êtes un vétéran de l'armée et que vous avez effectué un tour de 18 mois en Irak en tant que technicien en munitions. Pourriez-vous expliquer, adjoint, quelles étaient les responsabilités d'un technicien en munitions? » Eh bien, ai-je répondu avec une pointe de sarcasme, les munitions comprennent tout,
des balles aux bombes, mais ma formation spécialisée concernait la destruction ou le démantèlement d'engins explosifs improvisés. Spécifiquement, comment accomplissiez-vous ces tâches? Eh bien, cela dépend. Si ce n'était pas large et ne posait pas de menace pour les personnes ou les structures, je le faisais simplement exploser avec un tir de fusil. S'il était dans un bâtiment ou un marché, nous utilisions un robot pour nous assurer que ce n'était pas un piège, puis j'entrais pour déterminer s'il pouvait être désactivé. Ce n'était pas une science exacte et certains de mes camarades soldats sont rentrés chez eux dans des sacs mortuaires. Mason semblait peu impressionné et a continué. Donc, si vous savez comment démonter une bombe, vous devez savoir comment en remonter une, n'est-ce pas? J'ai souri et répondu. Oui, presque tout le monde peut le faire. Vous ne pensez pas que ces talibans ont des diplômes d'ingénieur du MIT, n'est-ce pas? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'explosifs, d'un détonateur, d'une batterie de 12 volts et d'un conteneur. Écoutez, Mason. Excusez-moi, Agent Mason, à quoi faites-vous allusion? Parce que moi et des centaines d'autres soldats savions comment assembler un engin explosif, j'aurais décidé de tuer indifféremment un policier. Vous pouvez aller en ligne maintenant et trouver comment fabriquer des bombes beaucoup plus complexes que celles auxquelles j'ai eu affaire. Mason a souri et dit sarcastiquement. Je n'ai pas dit indifférent, adjoint. Êtes-vous pleinement conscient qu'il y a une rumeur selon laquelle votre femme aurait une liaison avec le détective Wellington? J'ai bondi et couru vers la table pour atteindre ce petit salaud, mais l'agent du FBI et le détective de la ville m'ont attrapé avant que je ne puisse le frapper. Mason a repoussé sa chaise contre le mur et avait l'air de s'être uriné dessus. Quand je me suis calmé, l'agent du FBI s'est approché de Mason, s'est penché à quelques centimètres de son visage et a sifflé « Sors d'ici, connard !» Attends dehors. En fait, n'attends pas dehors, retourne simplement à ton bureau et je m'occuperai de toi plus tard. Mason a marmonné quelque chose en réponse mais a fini par quitter le bureau. Apparemment, l'agent spécial Lupo allait jouer au gentil flic car il s'est immédiatement excusé pour Mason et m'a demandé d'un ton conciliant. Ça vous dérange, adjoint, si nous continuons d'une manière moins hostile? J'ai hésité mais j'ai finalement acquiescé et me suis assis. Mais juste au moment où il allait continuer, le capitaine Hartwig est intervenu de sa voix profonde. Je ne pense pas prendre de risque car le dossier personnel du détective Wellington peut être obtenu en vertu de la loi sur la liberté d'information. Cependant, pour le moment, aucun média ne rapporte l'avoir demandé et nous avons décidé de ne pas le rendre public pour protéger sa famille. À ce moment-là, j'ai remarqué que l'agent Lupo bougeait sur sa chaise, apparemment mal à l'aise face à cette révélation si tôt dans l'enquête. Nicholas Wellington a été accusé plusieurs fois d'avoir des relations sexuelles avec des femmes mariées. Grâce à l'intervention de son oncle, qui était lieutenant-gouverneur, une seule accusation a abouti à une action disciplinaire. Mais peu importe à quel point son caractère moral était dégoûtant, nous ne sommes pas ici pour le juger, mais pour trouver qui était responsable de son meurtre. En tant que policier, vous savez que de nombreuses affaires sont résolues sur la base de rumeurs. Je serai honnête, si nous interrogions chaque mari ou petit ami associé à M. Kenner Wellington, nous devrions doubler notre équipe d'enquête. Le sergent détective assis à la gauche de Hartwig a tourné la tête et a toussé pour cacher son rire. J'ai également remarqué que Hartwig passait de détective Wellington à Nicholas Wellington, puis à M. Wellington, en parlant de la victime. Les services de police sont des organisations quasi-militaires et, comme les troupes de combat, les policiers dépendent de leurs collègues lorsque les situations s'aggravent. Ce besoin de soutien inconditionnel donne naissance à certaines règles de comportement non écrites. L'une de ces règles est que vous soyez marié ou non, vous ne couchez pas avec la femme ou la petite amie de votre collègue, même si c'est elle qui en prend l'initiative. Comme dans toute organisation, tout le monde ne suit pas ces règles, mais la plupart le font. J'ai eu l'impression, d'après les paroles et le comportement du capitaine Hartwig, que son département prenait du recul dans cette enquête, laissant les fédéraux gérer l'affaire. Presque confirmant mes soupçons, l'agent Lupo poursuivit. Comme l'a dit le capitaine, une rumeur n'est qu'une rumeur. La rumeur à laquelle l'agent Mason a fait allusion de manière si inappropriée aurait pu être causée par rien de plus qu'un sourire, le fait qu'il s'appuie sur son bureau, ou qu'il rit à une blague. Honnêtement, une rumeur aussi vague n'aurait pas reçu autant d'attention si ce n'était pour votre expérience militaire et vos connaissances en explosifs. Mon travail, cependant, est de découvrir à quel point votre relation avec votre femme est stable.
Y a-t-il eu des difficultés récentes qui pourraient suggérer que votre femme et le détective Wellington aient pu avoir une relation? J'aurais dû rire de sa tentative maladroite d'éviter le mot romance, mais après une pause, j'ai répondu. Vous voulez dire ami avec avantage, n'est-ce pas? Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai continué. Je trouve cette question assez intrusive, mais pour clore ce sujet, je vais répondre. Je déteste avoir l'air mièvre, mais Arlène et moi avons le meilleur mariage de tous les couples que je connaisse. Je l'aime inconditionnellement tout comme elle m'aime, et nous ne manquons jamais une occasion d'exprimer cet amour. Pour répondre à une autre question qui pourrait vous venir à l'esprit, ma femme ne va pas aux enterrements de vie de jeune fille ou ne fait pas partie d'équipe ou d'organisation qui l'obligerait à quitter la maison. Nous faisons presque tout ensemble et quand je travaille la nuit, elle s'occupe de nos 2 jeunes fils. Oh, et nous faisons l'amour 3 à 4 fois par semaine, ai-je ajouté avec sarcasme. Le patron a ri et j'ai remarqué un sourire fugace sur les lèvres de Hartwig, l'agent Lupo n'a pas réagi. En fait, il n'a pas perdu une seconde lorsqu'il a continué en disant « Il y a une autre possibilité, adjoint, et je mentionne ceci uniquement comme une possibilité, pas une accusation. Votre femme et le défunt détective travaillaient ensemble et en tant qu'enquêteurs, ils n'étaient pas toujours au bureau. Il y avait une opportunité pour eux de se rencontrer pendant sa pause déjeuner. Je ne m'attendais pas à cela et n'ai pas réagi. J'étais à un stade critique. Mon ami Joe avait peut-être déjà été interrogé et avait admis avoir vu Arlène et Wellington quitter le bâtiment dans sa voiture. Il avait peut-être déjà admis être le contact de Joe et il serait facile de retracer notre connexion personnelle. Cependant, soit Lupo était le meilleur joueur de poker au monde, soit il envisageait simplement toutes les possibilités de relation. Je n'avais pas d'autre choix que de faire confiance à mon instinct et de laisser les événements suivre leur cours. Alors, après quelques expressions pensives et un léger hochement de tête, j'ai répondu, tout d'abord, agent, votre question initiale portait sur la stabilité de mon mariage et je pense avoir couvert ce point. Y a-t-il une chance que ma femme, votre femme ou n'importe quelle femme puisse avoir une brève rencontre sexuelle en allant au marché, en récupérant les enfants au football ou en se faisant coiffer? Certainement, mais si je me souviens bien de mes cours de psychologie à l'université, la plupart des femmes commencent une liaison émotionnellement avant de passer à l'acte sexuel. Un homme, ou devrais-je dire un certain type d'homme, a souvent pour objectif la conquête ou la gratification sexuelle rapide. Me rappelant les informations de Joe et sachant que ces personnes étaient au courant qu'on avait finalement puni en faisant chanter la recrue, j'ai décidé de tenter ma chance. Ce type d'homme peut le faire derrière un buisson, dans une ruelle, sur la banquette arrière d'une voiture. Nous connaissons tous des hommes de pouvoir qui ont utilisé leur position pour faire chanter ouvertement ou psychologiquement des subordonnés pour obtenir des faveurs sexuelles. Bon sang, nous connaissons même des présidents qui... D'accord, Follet, dit l'agent Lupo avec irritation, on a compris votre point, mais... peut ou non inclure la mort de la victime. Faites votre travail, Lupo, et arrêtez d'essayer de trouver une solution pratique à votre affaire aux dépens de ma femme et moi. Sur ces mots, je me suis levé et, regardant mon chef, j'ai demandé « Si j'en ai fini ici, chef, j'aimerais retourner au travail. » Pendergrass m'a fait un signe de tête et a dit « Vous pouvez y aller, adjoint, et merci d'être venu. » En sortant du bâtiment, je me sentais plutôt fier de ma démonstration d'indignation, mais je savais que le FBI n'allait pas simplement abandonner et retourner à Washington. 19 mars 1991. C'était le lendemain du soi-disant entretien et mon jour de congé habituel. Nous nous levons généralement à 6h30, nous douchons, puis préparons le petit déjeuner pour les garçons et les préparons pour le bus scolaire qui arrive à 7h45. Cependant, les jours de congé, je repousse généralement ma douche jusqu'à ce que tout le monde soit sorti de la maison pour réduire l'agitation. Arlène était encore sous la douche à 6h45 quand j'ai entendu la sonnette retentir plusieurs fois, suivie de coups à la porte. J'ai enfilé mon peignoir en éponge et, fouillant dans la table de nuit, j'ai glissé mon Ruger 380 dans ma poche avant de descendre. J'avais la main dans ma poche sur l'arme lorsque j'ai ouvert la porte à la longueur de la chaîne de sécurité. J'ai regardé dehors et vu l'agent Lupo dans sa veste bleue du FBI. « Que voulez-vous » ai-je dit avec irritation. « Et pourquoi venez-vous chez moi à une heure pareille » Il a dit d'une voix douce. « Mike, j'ai un mandat de perquisition pour votre maison et votre voiture. » Il a brièvement montré un bout de papier et j'ai pu distinguer les mots « mandat de perquisition ». Ma femme est sous la douche et les enfants se préparent pour l'école. «
Vous ne pouviez pas attendre un meilleur moment? Ai-je grogné? Écoutez, adjoint, dit-il plus fermement. Je n'aime pas être ici, mais si vous coopérez, nous pourrons faire cela de manière moins pénible et discrète. Veuillez ouvrir la porte pour que nous puissions en discuter tranquillement à l'intérieur. J'ai retiré la chaîne et, en reculant, une adjointe du shérif, que je reconnaissais vaguement, est entrée derrière lui. Il l'a présentée comme l'adjointe Gonzalez et nous a demandé de nous asseoir. Je lui ai indiqué le canapé et ils se sont tous deux assis, tandis que je me suis installé dans le fauteuil à oreille à côté de lui. Avant qu'il ne puisse parler, j'ai dit « Laissez-moi vous poser une question, Agent Lupo. » Cela me trottait dans la tête hier avant que notre entretien ne se termine brusquement. C'est une enquête pour meurtre, alors pourquoi le FBI est-il impliqué? Ce ne sera pas 20 questions. J'ai un travail à faire et j'ai l'intention de le faire avec ou sans votre coopération. Il sera fait. Cependant, je vais vous dire ceci. Le détective Wellington était partiellement impliqué dans notre groupe de travail conjoint sur le crime organisé et bien que nous n'ayons pas trouvé de lien qui s'apparente même de loin à des représailles, ce n'est pas quelque chose que nous avons complètement écarté. Maintenant, passons au protocole. Par courtoisie professionnelle, j'ai programmé notre arrivée à un moment où la plupart de vos voisins dorment encore ou sont occupés à se préparer pour le travail. Il y a d'autres voitures dans la rue et d'autres employés qui participeront. J'ai limité le nombre au minimum et toutes les voitures sont banalisées. Je sais que votre département utilise souvent votre unité pour aider les détectives à exécuter des mandats, donc ce n'est rien de nouveau pour vous. Le mandat a des paramètres limités. Vous savez que nous ne cherchons pas d'armes, de substances illégales ou de reçus de paris. Vous savez aussi que nous devons suivre des directives procédurales dans de telles affaires. L'une de ces directives est que les occupants de la maison doivent avoir un accès limité pendant la perquisition. L'adjointe Gonzalez est ici pour s'assurer que votre femme ait un accès limité, voire aucun, aux zones de la maison qui seront fouillées. Comme je l'ai dit, nous ferons cela de la manière la moins intrusive possible, donc si votre femme veut aller travailler, ce que je suggère, l'adjointe Gonzalez vous accompagnera à l'étage pendant que vous lui expliquez ce qui se passe. Si elle décide de rester, l'adjointe restera avec elle pendant que la perquisition se poursuit. Il y a 2 agents de la TF dans la rue qui seront les principaux enquêteurs, et avant que vous ne demandiez, Mason n'en fait pas partie. L'un était détective dans la police de New York et l'autre était technicien en munitions dans la marine américaine. Je sais que vous vous méfiez de nos agences fédérales, mais si vous pensez que ces gars vont saupoudrer de la poussière de fait aux bons endroits pour vous piéger, vous vous trompez. Voici ce qui va se passer. La perquisition de la maison ne commencera pas avant que vos fils ne partent pour l'école. Cependant, l'adjointe Gonzalez devra surveiller votre femme pendant qu'elle les nourrit et les prépare pour l'école. Elle travaille pour le bureau du shérif, donc il serait facile pour elle d'expliquer la présence de l'adjointe. Nous commencerons bientôt à fouiller les véhicules qui, puisque nous utilisons un chien, peuvent être inspectés pendant qu'ils restent dans le garage. Une fois la fouille des véhicules terminée, ils seront déplacés dans l'allée pour terminer la fouille du garage. Ensuite, la remise dans la cour sera inspectée, et d'ici là, les garçons, et peut-être Madame Follet, seront partis. J'ai besoin de savoir combien et quel type d'armes vous avez dans votre maison, où elles se trouvent, et où toutes les munitions sont stockées. Elles seront temporairement enfermées dans l'une des voitures de police. Ah, et j'ai besoin que vous me remettiez ce que vous avez dans votre robe de chambre. J'ai participé à suffisamment d'équipes d'intervention pour savoir que c'est loin d'être la procédure standard. Pour empêcher toute fuite ou destruction de preuves, sans parler de limiter la capacité des occupants à s'armer, les officiers assignés accordaient généralement environ 15 secondes à quelqu'un pour ouvrir la porte avant de l'enfoncer et de sécuriser les lieux. Pourquoi ils me traitaient si prudemment ici, je n'en avais aucune idée. Peut-être était-ce à cause des enfants ou de mon statut d'officier assermenté, mais plus probablement parce que le mandat avait été obtenu avec des critères de délivrance moins stricts que d'habitude. Comme Arlène était probablement encore en train de s'habiller, l'adjointe Gonzalez m'accompagna à l'étage avec l'accord que je laisserais la porte ouverte pour qu'elle puisse observer mes actions et essayer de ne pas se faire remarquer pendant que j'expliquais à ma femme ce qui se passait. Arlène était encore dans la salle de bain avec une serviette enroulée autour d'elle, en train de se sécher les cheveux. Quand elle me vit, elle sourit et éteignit le sèche-cheveux en disant « Tu as réveillé les garçons ?»« Non, pas encore, répondis-je, puis j'ajoutai d'une voix douce « Écoute, chérie,
Essaie de ne pas t'inquiéter, mais il y a une adjointe dans notre chambre qui nous surveille. Oh mon Dieu, Mike, pourquoi? Que se passe-t-il? Ses yeux s'écarquillèrent et elle essaya de regarder derrière moi dans la chambre. Elle commença à parler à nouveau, mais je l'interrompis et, m'approchant, je plaçai une main sur chacun de ses bras pour attirer son attention. Arrête d'essayer de la chercher du regard et écoute-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Pendant que tu étais sous la douche, le FBI est arrivé avec un mandat de perquisition. Pour une raison quelconque, il nous accorde un peu de marge, donc l'adjointe Gonzalez restera ici pendant que tu finis de te préparer et de préparer les garçons pour l'école. La seule autre personne dans la maison en ce moment est l'agent du FBI que je connais qui dirige la perquisition. Pour le bien des garçons, je te demande de te comporter normalement. Tu travailles avec des policiers tous les jours, alors considère-la simplement comme une amie du travail qui te donnera un tour parce que je dois emmener ta voiture en réparation. Arlene avait peur, mais je lui avais brièvement expliqué la possibilité que cela se produise hier soir après lui avoir parlé de mon entretien, donc ce n'était pas un choc total. J'étais encore en peignoir quand je suis passé devant nos dressings et j'ai demandé à l'adjointe si je pouvais me changer. Elle a semblé réfléchir un moment, puis a demandé sarcastiquement « Vous n'avez pas de bombe là-dedans, n'est-ce pas ?» J'ai souri, mais je me suis alors souvenu que j'avais une arme de service et plusieurs boîtes de munitions là-bas et, ne voulant pas qu'elle se retrouve dans une situation désagréable, je l'en ai informée. Elle semblait ne pas savoir comment réagir, alors j'ai suggéré qu'elle me regarde prendre quelques vêtements et que je me changerais dans la salle de bain. Cela sembla la satisfaire et en quelques minutes, j'étais habillé. Alors qu'Arlene se dirigeait vers le couloir pour réveiller les garçons, je suis descendu voir l'agent Lupo. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé à l'étage pour m'assurer que l'adjointe ne subisse aucune conséquence négative, mais Lupo ne semblait pas dérangé et a dit « D'accord, allons chercher l'arme et je demanderai à Stevens de la mettre dans sa voiture. » Je ne savais pas qui était Stevens et comme ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas demandé. La porte du garage était entre la cuisine et le salon et je pouvais déjà entendre les agents du FBI travailler. Pendant que nous attendions qu'Arlene et les enfants partent, Lupo faisait la conversation, me posant des questions sur nos fils et me parlant de sa fille qui était à l'université. Quand il fut temps d'aller à l'arrêt de bus, Arlene est entrée dans le salon et semblait ne pas savoir quoi faire ou dire. Lupo s'est levé et a dit d'une voix joyeuse et détendue « Bonjour Madame Elsfolly, je pense que les garçons sont déjà à l'école. » Pendant un moment, elle est restée sans voix mais s'est vite reprise, a souri avec tension et a dit « Oui, je dois les emmener à l'arrêt de bus. » « Bien sûr, a-t-il répondu. « Passez une bonne journée les garçons, a-t-il dit aux garçons, puis se tournant vers Arlene, il a ajouté « Rose vous ramènera quand vous reviendrez. » Elle a hoché la tête et a conduit les garçons vers la porte d'entrée. Rose a dit d'un ton décontracté « Arlene a fait du café, puis-je vous en servir une tasse chacun? Avec du lait, sans sucre, merci, a répondu Lupo, et vous, Mike? La même chose, s'il vous plaît, ai-je répondu. C'était la deuxième fois qu'il m'appelait par mon prénom et je n'étais pas sûr s'il jouait au bon flic sans avoir de mauvais flics dans la pièce. Pendant les 15 minutes où Arlene était absente, Lupo a continué à engager une conversation décontractée, principalement sur la famille, le travail et comment j'avais obtenu mon diplôme tout en travaillant et en élevant une famille. Je ne lui faisais toujours pas confiance, mais je commençais à lui faire un peu plus confiance. Les relations entre les services de police locaux et les agences fédérales, en particulier le FBI, étaient souvent tendues et je n'allais certainement pas laisser un avocat expérimenté me mener en bateau. Quand Arlene est revenue, elle semblait fatiguée mais elle tenait bon. Elle a fait un signe de tête à Rose et s'est approchée, m'embrassant en disant « Les garçons sont partis, je suppose que je te verrai plus tard. » C'était plus une question qu'une affirmation, mais j'ai dit avec assurance « Oui, et ne t'inquiète pas pour le dîner, on mangera dehors. » Rose a commencé à parler alors qu'elle sortait et l'agent Lupo et moi sommes restés seuls. Il y a eu un silence gênant pendant plusieurs instants avant que je ne me lance dans la conversation. « Agent Lupo, ne vous méprenez pas, j'apprécie la courtoisie dont vous avez fait preuve envers ma famille dans cette affaire, mais sans vouloir paraître ingrat, je dois demander pourquoi, surtout après notre dernière conversation. » Il s'est frotté le menton machinalement, apparemment en réflexion, et a finalement dit « Ici et maintenant, pendant que nous sommes seuls, appelez-moi Tobias, en fait Toby. Vous savez que la relation du FBI avec la plupart des services de police est tendue au mieux.
Nous sommes parfois obligés de travailler ensemble pour des raisons démographiques et chaque agence essaie soit de s'attribuer le mérite, soit de rejeter la faute, selon le résultat. Dans ce cas, nous, les fédéraux, sommes impliqués en raison d'un possible lien avec le crime organisé. Franchement, mon patron a des choses plus importantes à faire, d'autant plus que ce lien semble de moins en moins probable et il veut mettre fin à notre implication. Un peu plus de 4 heures plus tard, j'ai été surpris lorsque l'un des agents du FBI m'a rendu mes armes à feu et a demandé à parler à Lupo dans la cuisine. Après une courte conversation, ils sont revenus là où j'étais assis et m'ont tendu une feuille de preuve à signer en me disant que j'en recevrais une copie. Il énumérait des choses comme une substance granuleuse obtenue dans une grange, une poudre blanche prélevée dans le sous-sol, 3 petites bobines de fil électrique trouvées sur un établi dans le sous-sol, un rouleau de ruban adhésif et des pinces trouvées dans le garage, ainsi qu'une demi-douzaine d'autres objets courants que l'on trouve dans n'importe quelle maison. Après que l'agent m'ait remis une copie et soit parti, j'ai tenu la feuille et regardé Lupo avec une expression interrogative. Il haussa les épaules et dit « Tu ne pensais quand même pas qu'ils passeraient 5 heures ici et retourneraient les mains vides chez leur patron, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête et demandé « Et maintenant ?» C'est aux autorités locales de décider, dit-il avec désinvolture, et ma recommandation à mon patron serait de laisser l'affaire entre leurs mains. Le lendemain matin, quand je suis arrivé au quartier général pour mon service de jour, Doug était de garde et m'a informé que je devais me rendre immédiatement dans le bureau du chef. C'est assez inhabituel, pensais-je en montant l'escalier, car Pendergrast n'arrivait généralement pas au bureau avant 9 heures. Quand je me suis approché du bureau de sa secrétaire, elle m'a informé que je pouvais entrer tout de suite. J'ai frappé et suis entré, faisant le salut obligatoire. Son expression n'était ni hostile ni amicale lorsqu'il a dit « Asseyez-vous, adjoint ». Il n'a pas fait de pause, mais est allé droit au but. À partir de maintenant, vous êtes transféré au service de documentation. Ce n'est pas un service modifié. Tout le personnel est civil, et en raison de la nature sensible des informations contenues dans ces documents, l'État exige qu'un officier assermenté supervise les opérations. Le poste est actuellement occupé par le sergent Fisher, mais il prend sa retraite à la fin de la semaine prochaine. Vous vous présenterez à lui après notre entretien, ce qui vous donnera amplement le temps de vous familiariser avec les règles et les procédures. Je ne vais pas vous mentir, Mike, il y a un nuage noir qui plane sur vous et beaucoup de merdes politiques qui traînent. Le shérif a décidé, et je suis d'accord, que vous laissez dans la rue créer un profil trop élevé dans les circonstances actuelles. Des questions? Non, monsieur, ai-je répondu, saluant rapidement et me dirigeant vers ma nouvelle affectation dans le sous-sol du bâtiment. Bien qu'aucune charge n'ait jamais été retenue contre l'adjoint Follet, un nuage sombre planait toujours au-dessus de sa tête, en partie grâce aux efforts de l'agent Mason, qui avait interrogé la plupart de ses voisins et, lors de chaque entretien, s'était assuré de mentionner que leur voisin était une personne d'intérêt dans l'enquête sur le crime. En ce qui concerne les shérifs du comté et les officiers de police municipaux, les opinions étaient partagées. Certains croyaient qu'il était coupable et devait être condamné. D'autres pensaient qu'il l'avait fait, mais que dans ces circonstances, il avait eu raison. Certains, surtout ceux qui connaissaient Zélotin, s'en moquaient simplement. 2 ans plus tard, lorsqu'il fut éligible à la retraite, Mike déménagea sa famille dans le nord-ouest de l'État et ouvrit un magasin d'armes prospère avec un stand de tir attenant. Peu après, son ami Joe Sheridan, qui avait joué un rôle crucial dans la découverte de l'identité de Nick Wellington, fut transféré de l'unité des crimes informatiques à la patrouille, au profit d'un récent diplômé d'une prestigieuse université ayant des relations avec le bureau du procureur général de l'État. Joe partit et rejoignit Mike, développant son entreprise. Aujourd'hui, en plus d'enseigner des cours de permis de port d'armes dissimulés, il dispense également des formations au tir aux officiers des petits services de police de toute la région. Joe n'a jamais interrogé Mike sur son éventuelle implication dans l'affaire non résolue de Laton et aucun d'eux n'en a jamais discuté. Fin. Merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et de partager vos impressions sur l'histoire dans les commentaires. Merci.